sont un modèle pour les jardins de demain. Est-ce que le modèle méditerranéen est-il un avenir? Pour y répondre, nous avons invité Véronique Mur, qui est ingénieure botaniste, qui est en activité libérale, de conseil et d'expertise, qui en jardin aussi et en paysage, qui est également chargée de cours à l'école de paysage de Marseille. Véronique a aussi participé à plusieurs études et des projets d'envergure, on peut le dire, comme le site du Pont du Gard, les jardins de Garrigues au site du Pont du Gard, c'est elle, comme les jardins du Mucem, comme le canal du Midi, et puis sur des choses plus techniques comme les trams vertes et bleues à Montpellier ou à Saint-Étienne. Et puis Véronique est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que tu aurais pu amener. Voilà, en tout cas, merci à vous tous pour votre présence, pour votre confiance, et merci à toi, Véronique, de me faire l'honneur d'être là. Et nous sommes très heureux de cette communication que tu nous offres ici à Nîmes, dans un département où le jardin méditerranéen est un sujet important. Voilà. Merci Myriam. Et bonjour tout le monde. Je vais vous faire une communication essentiellement à base de diapositives, de photos. Il y aura un petit temps plus technique que j'intègre là parce qu'il me semble qu'à un moment c'est bien de comprendre. Je suis allée rechercher dans de l'écologie un peu fondamentale des choses. Et donc, si à ce temps-là, vous perdez le fil, n'hésitez pas à lever la main et à ce que je réexplique tranquillement. Voilà. On va partir en parlant. Je vais vous donner deux exemples de jardins qui me semblent bien traduire où nous en sommes aujourd'hui dans le jardinage. Après, on parlera un peu de cette écologie des plantes méditerranéennes et enfin, on parlera de ce jardinage méditerranéen. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'habitude de dire, quand j'ai fait mon premier ouvrage, Myriam a eu la gentillesse de dire que j'avais écrit plusieurs ouvrages. Le premier que j'ai fait, je suis nîmoise, vous l'avez peut-être compris, le premier que j'ai fait s'appelle Jardin de Garrigues et ça raconte l'histoire des mazets. Il a été beaucoup écrit sur les mazets, peu sur l'histoire du jardin, de ces plantes, c'est ce que j'avais eu l'envie d'écrire. On était à cette époque-là, en 1995, l'édition, j'avais eu beaucoup de temps à sillonner la Garrigue pour aller à la rencontre de ces plantes de mazets. Et pour moi, cet ouvrage, il était important parce que je me disais qu'il fallait garder la mémoire de ces jardins, parce que je voyais bien qu'il y avait un habitat permanent qui était de plus en plus important dans cette garrigue et qu'on perdait, entre guillemets, l'âme de ces jardins par le type, pas que par le type d'habitat, c'est pas qu'une question d'urbanisme, c'est aussi une question de société, c'était par notre manière de vivre le jardin, notre rapport au jardin. Aujourd'hui, on est des gens en principe assez occupés et on n'appréhende pas le jardin ni le jardinage de la même manière que ce que les mazetiers le faisaient. Et donc pour moi, c'était garder la mémoire. Les mémoires ont eu un très bel accueil de cet ouvrage et il a été assez rapidement épuisé. Et donc j'ai fait une réédition pas tout à fait une dizaine d'années plus tard. Je suis à peu près une dizaine d'années plus tard. Et là, je me suis rendu compte au moment de cette réédition, donc c'était dans les années, je crois, 2007 qu'il a été réédité, et je me suis rendu compte qu'on ne parlait plus du tout de la même chose. Bien sûr, on parlait des mêmes jardins, on parlait des mêmes plantes, mais on ne parlait plus de jardins qui disparaissaient
Et au contraire, on parlait d'un renouveau des jardins méditerranéens qui était le modèle des jardins écologiques, entre guillemets, des jardins économes en eau, prioritairement, mais pas que. Et du coup, j'ai fait une postface à cet ouvrage pour parler rapidement de ça. Et depuis, j'aime bien intervenir pour expliquer pourquoi ces jardins méditerranéens, de mon point de vue, sont plutôt des jardins d'avenir. Vous ne voyez rien là derrière. Si. Alors, je voulais commencer. J'ai une amie qui a beaucoup écrit sur les jardins méditerranéens, qui s'appelle Louisa Jones, qui a écrit un petit manifeste pour les jardins méditerranéens. Et du coup, j'en ai profité pour lui faire un peu de pub et passer quelques... J'aime bien mettre des morceaux de poésie dans mes présentations. Je me suis dit ça va changer parce qu'en général, je dis toujours la même chose. Et pour les gens qui m'écoutent de temps en temps, je me dis ça doit les lasser. Donc j'ai changé et j'aime bien commencer par Francis Ponge, un livre qui est une merveille pour moi, qui s'appelle « Comment une figue de parole et pourquoi ». Et Francis Ponge, dans cet ouvrage, où il reprend toujours le même poème, qui revient au fil des pages, avec juste des petites choses changées, mais c'est toujours sur la figue. Il dit, pour ceux qui sont nés non loin de la Méditerranée, pas de doute, la beauté existe. C'est celle de la fontaine de Nîmes, celle du moindre figuier, celle du moindre cabanon à outils dans une vigne, non loin parfois d'un pin parfois parasol. C'est la mer scintillant comme un dessin de mosaïque entre les oliviers. Bon, la mer, on ne l'a pas tout à fait fait, mais tout le reste pouvait être dans mon filiale nîmoise. Et j'avoue que je suis assez en accord. Et j'aurais bien aimé écrire aussi vers, je n'écris pas du tout de vers, mais j'aurais bien aimé écrire aussi pas des vers. Mais ce morceau de texte de Francis Ponge. Ah, mais c'était revenu. Alors, je vais commencer par vous parler de deux jardins et vous dire pourquoi, de mon point de vue, ils illustrent ce jardin méditerranéen d'aujourd'hui. Le premier jardin dont je voudrais vous parler, peut-être vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, courez-y parce que c'est une merveille. C'est le jardin de l'abbaye du Fort Saint-André à Villeneuve-les-Avignon, tout près d'ici. C'est un jardin, vous voyez, vous connaissez Villeneuve-les-Avignon, et ce jardin, voilà, il s'inscrit dans l'ancienne abbaye Saint-André. Et il a la particularité d'être composé de deux jardins, un peu comme notre jardin de la Fontaine, mais on n'est pas du tout sur les mêmes époques. Il y a une première époque que l'on peut qualifier de jardin à l'italienne, avec une roseraie. C'est pas une roseraie, c'est des parterres de rosiers, plutôt qu'une roseraie, puisqu'une roseraie c'est une collection de roses. Là, ce sont des parterres de rosiers qui ont été créés par la poétesse Elsa Coloré au début du XXe siècle. Et on a une deuxième partie de jardin qui est un jardin sec. Vous allez le voir, je vous ai mis quelques diapositives, qui est essentiellement un jardin de garrigue avec des oliviers, des cyprès, qui a été créé par la petite fille de Gustave Fayet. Vous allez voir, j'en mets le tout. À la fin, vous allez plus savoir qui est quoi. Mais Gustave Fayet, c'est un mécène biterrois qui a eu, voilà, dont la fortune est née sur le canal du Midi.
et qui a été un grand mécène et qui a acheté 2 abbayes, l'abbaye de Fontfroide, c'est des descendants de la famille Fayet, et il avait acheté cette abbaye pour Elsa Kömmerlé, parce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas d'argent, je vous passe les détails. Et donc Elsa Kömmerlé n'avait pas de descendants, elle a légué l'abbaye du Saint-André à la petite fille de Gustave Fayet, qui était conservatrice au Louvre. Et Roselyne Bacot, c'est son nom, elle s'est occupée de toute la partie haute. Et elle a fait un jardin méditerranéen sec, sans eau. Aujourd'hui, ces 2 jardins se confrontent. Et ils font plus que se confronter. En fait, ici, vous avez le parterre de rosiers. Ils font plus que se confronter parce que dans notre climat actuel, dans nos conditions climatiques actuelles, des parterres de rosiers, un rosier Old Bush, un très beau rosier, mais c'est complètement sur des terrasses en plein vent, c'est totalement inimaginable. Et le jardinier que vous avez ici, Olivier Riccomini, que vous voyez qui est dubitatif devant ces rosiers, en fait, il se confronte au regard du public qui n'arrête pas de lui dire « mais c'est une honte d'avoir des rosiers aussi laids ». Et le pauvre, il n'y peut rien, il fait tout ce qu'il peut, il dépense une énergie telle à conserver ses rosiers. C'est pas les rosiers d'Elsa Kömmerlé, mais c'est les mêmes Old Blush, ils sont toujours revenus. Le jardin est classé monument historique, et donc ils ont fini par arriver à discuter avec l'État pour dire ben non, voilà, aujourd'hui c'est plus possible de maintenir une roseraie, enfin pas une roseraie, des parterres de rosiers sur ce lieu-là. Et donc on voit bien que dans cette confrontation entre ce jardin à l'italienne magnifique, d'une poésie extraordinaire, et ce jardin sec qui est un peu au-dessus, eh bien, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas photo parce que ce n'est pas le bon terme, mais que de soi, ce jardin va devenir autre chose. Quoi? On ne sait pas encore. Mais forcément, il va être obligé de suivre le modèle de... Ah, excusez-moi, j'ai encore fait une erreur. Vous avez vu que je ne suis pas technique. Voilà la roseraie du d'en haut. Et donc aujourd'hui, ça y est, les rosiers sont partis. Et j'en ai quand même, je vais vous dire, j'en ai quand même demandé à en garder un en souvenir. Et donc j'ai un petit pot qui m'attend pour mettre ce rosier Old Blush, un peu à l'abri. Donc vous voyez tous les attributs de ce jardin à l'italienne, avec ses beaux parterres, ces pergolas absolument somptueuses en rosier de Banks et voilà, ces miroirs d'eau. Ça, c'est pour vous inciter à les voir. Et puis, on commence ici à comprendre pourquoi le climat, les conditions climatiques sont prégnantes. Vous le voyez, ici, c'est un pin qui est, en botanique, on dit anémomorphosé. C'est-à-dire qu'il est complètement, et tous les pins sur cette terrasse qui font face au Palais des Papes sont en plein vent, et ils sont tous complètement couchés. Mais vous imaginez la résistance qu'il faut à ces individus pour arriver à vivre dans ces conditions climatiques. Et donc on sent bien que non seulement il faut que les plantes s'adaptent, soient adaptées,
mais il faut aussi que notre jardinage il soit adapté à ces conditions et que nos exigences esthétiques, je commence déjà à vous tisser ces liens-là, ils soient adaptés à ces conditions. Et donc voilà, dès qu'on monte vers la chapelle de Sainte-Zacharie, qui se trouve au sommet du mont Dandaon, qui est au sommet de ce jardin, eh bien on rentre dans un univers presque de la Grèce antique. J'ai lu une fois en faisant une conférence des poèmes qui se ramenaient à la Grèce antique dans cet endroit-là. C'était hyper émouvant en fait, parce qu'on a vraiment l'impression de se retrouver dans ces jardins de l'Antiquité, des jardins d'oliviers, de cyprès, de pins, qui font jardin. Je dis qu'ils font jardin parce que pour les gens qui habitent en Garrigue ici, bien souvent on habite sous d'anciennes olivettes. Hein, et ça fait jardin, même si au départ on était dans des vergers. Hein, dans des olivettes, c'était des lieux de production. Aujourd'hui, on est dans des jardins. Voilà les sous-bois d'oliviers, qui sont magnifiques. Hein. Les oliviers qui ne sont pas taillés, et ça leur donne une poésie particulière, je trouve. Même si les propriétaires se posent la question de s'il ne faudrait pas les tailler quand même. Voilà, et puis ces vestiges qui rajoutent à l'ambiance antique de ce lieu, ces vestiges dont Roselyne Bacot, qui était conservatrice, alors elle n'était pas conservatrice dans les antiquités, elle était conservatrice des dessins, mais voilà, elle avait cette sensibilité-là, et grâce à son travail, les vestiges des églises qui étaient dans cette abbaye ont été retrouvées, et elle a mis en scène, voilà, c'est elle qui a mis en scène cette allée de cyprès sur la montée vers la chapelle de Sainte-Zacharie qui passe au milieu des oliviers avec ses accompagnements d'iris. Vous voyez, on est dans des choses extrêmement simples, très méditerranéennes, pas arrosées, et qui font des ambiances magnifiques. Et donc c'est ces ambiances-là qui vont être préservées. Je vous ai mis ici un tout petit texte d'un homme qui était illustrateur, dont j'aime beaucoup les écrits, qui s'appelle Ferdinand Bach. Ferdinand Bach, c'est lui il a fait beaucoup de jardins sur la côte d'Azur, et en fait c'est lui qui a refait basculer la côte d'Azur de la folie de l'exotisme dans lequel elle était prise vers un ancrage plus méditerranéen. Et il dit ceci, il dit un choix de forme né de la Méditerranée, dépouillé de ce qui accuse le caractère si précis des temps, des religions et des règnes, en dégager une synthèse suffisamment claire pour retrouver le signe ancestral qui les unifie tous en une seule famille, baignée par la même mer, le même climat, la même culture originelle. Et c'est ce que j'ai essayé de vous faire sentir un peu dans ce jardin méditerranéen de Saint-André. Hein. On est de manière intemporelle en Méditerranée et dans l'histoire de la Méditerranée. On reviendra sur Bach. Je traverse presque les siècles pour vous transporter dans le jardin des migrations, qui est dans un autre fort, qui lui est le fort Saint-Jean à Marseille, qui est donc dans le même univers, c'est sous la même gestion que le Mucem, auquel il est relié par cette belle passerelle en béton ductal de Ricciotti, et auquel
il est relié aussi à cette chapelle Saint-Laurent, qui est la chapelle des pêcheurs, et donc au Panier, le quartier le plus vieux de Marseille, mais aussi de très beaux symboles via ce fort Saint-André. J'ai eu la chance de participer à l'élaboration de ce jardin avec les paysagistes APS qui l'ont créé, et Olivier Philippi, qui est le pépiniériste que peut-être vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, pareil, courez-y, c'est de l'autre côté, mais c'est pas grave, hein, il est à Metz. Et chez lui, vous trouverez toutes les plantes qui vous permettront qui vous permettent déjà de créer ces jardins qui sont, j'aime pas dire secs parce que c'est péjoratif le mot sec, mais qui sont économes en eau. Et donc j'ai eu la chance de participer à ce jardin sur 2 points. Avec Olivier Philippi, on a fait la palette végétale. C'est très rare. Je travaille avec beaucoup de paysagistes. C'est très rare d'arriver dans la création d'un jardin. Il n'y avait plus rien. Le fort, il était abandonné depuis de nombreuses années. C'est très rare d'arriver et que les paysagistes vous demandent de créer la palette végétale en amont pour porter le propos. En général, vous arrivez en aval, c'est-à-dire vous arrivez une fois que le jardin est dessiné et on vous demande quelles sont les plantes pertinentes pour quand le paysagiste a posé son jardin. Là, c'était l'inverse. Les paysagistes, avec Olivier Philippi, qui est très engagé sur cette question des migrations et du jardin sec, avait commencé à faire une trame et je l'ai accompagné tout le long de ce travail, et notamment pour écrire le propos, c'est-à-dire pour relier avec toutes les histoires de la Méditerranée. Et donc les palettes végétales qui sont dans ce jardin sont des palettes qui racontent toutes des histoires, qui racontent cette histoire des végétaux de la Méditerranée, parce que souvent les végétaux de la Méditerranée, on pense à quoi? On pense à notre garrigue, nos chênes verts, nos pistachiers, on y reviendra, hein, nos filaires, nos iris. Mais en fait, en Méditerranée, on a un brassage incroyable qui fait que, si on regarde bien, on a énormément de choses qui ont traversé la mer et qui sont venues créer une richesse qui raconte toute cette Méditerranée. Et à Marseille, encore plus qu'à Nîmes, parce qu'à Marseille, on est dans un port. Donc sont arrivées par Marseille une quantité incroyable de plantes, et il nous semblait, avec Olivier et moi-même, que c'était important de le poser, ça, de le dire. Parce qu'on est dans une époque où on nous parle beaucoup, et l'État a mis en place un label végétal local, où les pépiniéristes il y a beaucoup de pépiniéristes qui sont engagés dans ce label végétal local. Et quand on y réfléchit sur qu'est-ce que c'est un label végétal local, ça part d'une très bonne intention de se dire qu'il faut que le végétal soit adapté au lieu. Mais après, local, c'est quoi? Local, c'est où? C'est quoi mon local à moi? Est-ce que chez votre voisin, c'est le même local que chez vous? Est-ce que dans la plaine de Nîmes, c'est le même local que dans la Garrigue? Est-ce qu'à Marseille, c'est le même local qu'à Nîmes? Et donc, voilà, cette question du végétal local, ça nous titille beaucoup. Et donc, on a eu envie de présenter cette palette. Et en même temps, de s'engager, ce jardin, qui est un jardin public, c'est pas un jardin de Marseille, c'est un jardin d'État. Puisque le MUSEM, c'est le seul musée d'État en dehors de Paris. Il y a d'autres, vous allez me dire, mais le Louvre-Lens, c'est un musée d'État, mais c'est une annexe, c'est une antenne du Louvre. Hein, mais pas du Louvre d'ailleurs, de Beaubourg, excusez-moi. Ici, c'est un musée autonome, mais d'État. Et du coup, ce jardin est un jardin d'État, pas de la ville de Marseille. Et c'est donc, excusez-moi, un jardin ouvert au public, et un jardin qui, pour nous, est un jardin qui devait être exemplaire,
Et c'est le premier jardin qui a été conçu comme un jardin entièrement sans arrosage. Et ça aussi, c'est compliqué dans nos têtes. C'est extrêmement compliqué dans nos têtes. C'est un jardin conçu sans arrosage. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrose pas les plantes. Ça veut dire que l'arrosage, il n'est pas automatique. Il n'y a pas de goutte à goutte, il n'y a pas de micro-aspersion. Il y a des clapets-vannes dans chaque jardin faits pour brancher un tuyau et aller arroser à la demande. Alors, dans un jardin public avec des équipes qui sont payées à l'heure, pour tout vous avouer, on fait partie, les paysagistes et moi-même, on fait toujours partie d'une équipe de suivi tous les ans, depuis ce jardin est ouvert pour Marseille 2013. Donc ça fait 6 ans. Et tous les ans, on a une réunion à l'automne pour faire le point. Et sur les parties les plus dures du jardin, là, l'équipe de jardiniers a obtenu de mettre un look. Ça n'a pas tenu. Pour vous dire combien c'est compliqué. Pour vous dire. Pourquoi? Pour des questions de temps de maintenance, de temps d'arrosage. Moi, je dis que l'arrosage, rien ne remplace le temps qu'on passe à arroser. Parce que quand vous arrosez, vous regardez vos plantes, vous regardez votre jardin. C'est un temps précieux, l'arrosage. Ça vous détend. Donc, je le redirai, j'anticipe, je vous dis tout en condensé. Mais... Donc, voilà, premier jardin conçu sans arrosage. Et du coup, c'est un jardin où on peut envoyer les maîtres d'ouvrage et leur dire, oui, ça existe, regardez, ça existe. Mais c'est un jardin qui nous a apporté bien d'autres éclairages, notamment un concept que Gilles Clément développe beaucoup aujourd'hui et dont moi j'adopte aussi complètement le concept, c'est de partager la signature du jardin avec le végétal et de se dire le paysagiste, le jardinier, il dessine son jardin. Mais toutes les plantes que vous allez mettre, je vous déroule, là, je ne vous commente pas, c'est toujours pour vous faire envie d'y aller si vous ne connaissez pas. Donc c'est magnifique. Hein. Voilà. Ce qui fait un jardin, en général, le paysagiste ne le dit pas parce que ça ne lui appartient pas, mais ce qui fait les 3/4 de la beauté d'un jardin, c'est la vue. Et là, quand même, il faut avouer que... Voilà. Et on est donc face à Notre-Dame, face au Calanque, dans un endroit absolument sublime. Et ce qui s'est passé depuis 6 ans, c'est que tous ces végétaux qui sont qu'une palette méditerranéenne, vous le rencontrez, vous, ceux qui habitent en Garrigue, ils ont ça dans leur jardin. Des cystes, des euphorbes, du buclère, hein, une palette hyper résistante et hyper, voilà, qui est faite pour être plantée là, qui résiste du coup aussi aux embruns. Ce qui s'est passé, c'est que les plantes ont grandi très très vite. Puisque vous savez que l'entreprise qui a planté, elle avait 1 an de garantie de reprise. Et donc ils ont buissonné, ils ont arrosé au tuyau, ils ont beaucoup arrosé. Elles étaient avec un système racinaire assez important. Elles ont grandi très vite. Et donc elles sont mortes très vite. Ces plantes de Garriguelin, elles ne sont pas faites pour durer des éternités. Hein. On va le revoir aussi. Ce n'est pas des arbres, donc ce sont des pionnières qui investissent pour que petit à petit on ait de la forêt qui s'installe. Donc elles ne sont pas là pour durer des ans. Donc elles sont mortes très vite, mais elles se sont ressemées toutes. Et en se ressemant, en poussant à partir de semis, elles ont des qualités de système racinaire qui sont imbattables parce qu'elles vont chercher l'eau là où elles veulent. Et de ce fait, du coup,
performance, je n'aime pas parler de performance, mais la qualité de ce jardin ou des plantes de ce jardin, il vient qu'elles se soient ressemées. Sauf que quand elles se ressèment pas forcément là où vous voulez. Et donc il faut accepter ça. Il faut accepter de suivre aussi les plantes dans votre jardin et de créer autour d'elles, d'être attentif. Et c'est en ça que c'est un partage d'initiative. Parce que, en fait, vous faites autant que ce règne du vivant avec qui vous partagez le jardin, qui est le règne végétal. J'avance parce que sinon, demain matin, on y est encore. Donc, on retrouve, bien sûr, les oliviers, les vignes en complant, hein, des plantes mariées. Voilà, ces cystes face, moi je me lasse pas de ces images de ces cystes face à la bonne mère. C'est... Excusez-moi, je suis... Hop. Voilà, ici vous avez le chemin des aromatiques. Donc, je ne vous raconte pas l'histoire, l'objet c'est pas de vous parler de ce jardin-là, c'est juste de vous montrer des images où on est dans un jardin de 2003, complètement contemporain, mais qui est un jardin de garrigue, un jardin qui est le même que les jardins de ceux qui habitent dans la garrigue, et qui est entièrement sans arbre. Voilà. Et vous voyez les immortels ici, et la saponaire, hein, le fenouil. Les roses au milieu, c'est de la saponaire. C'est la saponaire officinale. Voilà. Un petit coin avec les plantes qui étaient déjà dans le fort, donc un jardin de salade sauvage. Ça fait jardin aussi. Et celui-là, je ne sais pas si vous le reconnaissez, qui se glisse un peu en dehors. Il y en a qui viennent de mes cours là, donc j'en profite pour faire une petite interro. Oui, c'est ça, c'est le concombre d'Anne. Qui, vous savez, quand vous le touchez, c'est la seule cucurbitacée qui est déhiscente, hein, qui projette elle-même ses graines. Donc quand vous le touchez, c'est une rudérale, elle pousse toujours au bord des routes, au bord des chemins. On a voulu la cultiver, on n'y est pas arrivé, elle est venue se mettre toute seule en dehors des plates-bandes. Mais... Et alors, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, mais je veux l'aborder aussi parce qu'il fait partie de ce même propos que j'essaie de tenir. Est-ce que vous reconnaissez ce plan? Ah ben. Là, je fais le coup. Je ne vois pas assez derrière moi, je vais reculer. C'est un jardin des élantes. Les élantes, en général, et pour beaucoup, c'est considéré comme une plante invasive à bannir, complètement à bannir. Et en même temps, c'est un arbre extraordinaire, parce que c'est un arbre qui pousse tout seul, sans qu'on lui demande rien, et qui, juste quand vous le coupez, il rajeunit. Mais si vous ne le coupez pas, il ne rajeunit pas. Et donc, en fait, on agit en général à l'inverse de ce qu'il faudrait faire, parce que plus on le cible, plus on le coupe, plus il rajeunit. Mais en même temps, vous en avez à Paris, vous avez de somptueux élans, puisqu'il a été introduit au départ comme arbre d'habillement en ville. Et c'est un arbre extrêmement résistant à la pollution, à la sécheresse, c'est un arbre mellifère, et donc qui répond à toutes les qualités qu'on demande à des arbres aujourd'hui en ville. En général, quand je commence à parler de ça, c'est là où les fâcheries commencent, parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Et pour tout vous dire, je suis très amie avec Francis Allais, c'est notre seul point de discorde. Et Francis, chaque fois que je commence à parler des landes, il me dit « Non, Véro, non, pas les landes. » Et je continue quand même. Est-ce qu'ils sont mauvais? Les feuilles sentent mauvais, mais... J'étais aujourd'hui à Gémenos dans un très beau parc. Je vous conseille d'aller, c'est pas très loin de Gémenos, c'est à 1h30 d'ici.
Il y a un parc qui s'appelle le parc de la vallée de Saint-Pons, qui est un ancien parc à fabrique du 18e, qui est aujourd'hui un espace naturel, et qui est planté absolument partout d'arbres de Judée. Ils sont en fleurs, là. C'est une merveille. C'est une merveille. J'ai passé la journée avec des étudiants dans l'école du paysage, et justement on s'est mis à parler on l'appelle le pulis aussi, hein, parce qu'ils sont mauvais. Et du coup on l'a senti, je leur ai montré, je ne sais pas si vous savez où sont les glandes odoriférantes sur les landes. Elles sont, vous voyez, il y a de très grandes feuilles qui sont des feuilles avec des folioles, et chaque foliole est légèrement échancrée. Dans chaque échancrure, il y a une petite glande que l'on voit quand on regarde la feuille en transparence. Et c'est là les glandes odoriférantes du pulis. Et donc les étudiants étaient partagés. Il y en avait qui trouvaient que ça sentait mauvais, d'autres ça sentait bon. En tout cas, il est là, dans le jardin des migrations. Pour parler justement de qu'est-ce qui fait l'invasion ou pas. J'arrête là la discussion. Il y a bien sûr des figuiers. Le figuier, voilà, pour moi c'est l'arbre qui symbolise la Méditerranée. C'est le premier arbre qu'on a domestiqué. C'est un arbre qui nous accompagne. Pour moi, ce sont des arbres, le figuier et l'olivier sont des arbres civilisateurs. Ce sont des arbres qui ont accompagné notre civilisation méditerranéenne depuis 11 400 ans, le figuier. On sait que le figuier est le premier arbre qui a été domestiqué. On ne peut pas le laisser tomber comme ça. On ne peut pas. Voilà, c'est trop. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de figuier parce que là, c'est après-demain pour le figuier. Et je voudrais juste commencer à rentrer après ces images d'exemple. Et je vous ai dit déjà beaucoup de choses, je ne suis pas grande, je voulais passer à cette question, pourquoi on se pose justement cette question de trouver un modèle de jardin de demain. Qu'est-ce qui fait qu'on se pose ça? Ce qui fait, c'est, on le sait bien, c'est qu'aujourd'hui, on traverse des enjeux environnementaux qui sont cruciaux. Alors, l'objet de cette présentation, c'est pas non plus d'aborder d'un point de vue de notre société ces enjeux environnementaux. On va rester cantonné au jardin. Mais le jardin, c'est le reflet de notre société. Quand on fait l'histoire des jardins, on parle de l'histoire de nos sociétés. C'est un miroir complet. Et donc, aujourd'hui, il me semble, je vous ai mis 3 enjeux qui, pour moi, sont des enjeux cruciaux de notre société, qui sont les changements climatiques, l'accès à l'eau et la perte de la biodiversité. Pour moi, ces 3 enjeux sont, vous le voyez bien, enfin, vous l'entendez tous les jours, et je me dis que si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est que quelque part vous êtes sensible à cette crise majeure que l'on traverse, à essayer que vous posez les mêmes questions que je me pose en fait. Et donc on va essayer juste de parler de ces 3 enjeux du XXIe siècle et de voir en quoi les plantes méditerranéennes et nos pratiques jardinières peuvent accompagner, dans un sens positif bien sûr, ces 3 enjeux du XXIe siècle. Sur les enjeux climatiques, j'ai pris un schéma qui n'est pas jeune, 2004, donc c'est il y a 15 ans. Vous allez me dire, depuis, il y a eu beaucoup d'études qui n'ont fait que confirmer et même surenchérir tout ça. C'est la simulation de la modification de l'aire potentielle. C'est pas la manière dont le chêne vert va pousser, c'est l'aire potentielle de répartition du chêne vert en France. Ce que vous voyez sur ce tableau, c'est alors actuel, c'était actuel en 2004, ça a évolué.
Alors, ce qu'on voit en rouge, c'est que c'est chaud. C'est déjà chaud pour le chêne vert. En gris, c'est que il n'est plus là. Hein? Et en bleu, c'est l'extension. En vert, c'est le maximum, c'est l'aire de répartition. Et alors, ce n'est pas l'aire de répartition, je redis, c'est les conditions pour lesquelles le chêne vert se sentirait bien. Donc on voit bien qu'en 2050, le chêne vert, il ne se sent plus du tout bien là. C'est fini. Le chêne vert, c'est ce qui était considéré à l'époque où on parlait de climax, de forêt climatique, c'était la chaînée de chêne vert, chêne blanc. Là, on voit bien que les chênes verts, et en 2100, c'est fini. Ils n'ont plus de conditions climatiques leur permettant de pousser. Voilà, ça nous fait poser question. Et d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, quand il y a eu la COP 21, ils ont planté un arbre dans l'arboretum de Chèvreloup, l'arboretum national, pour symboliser cette COP 21, pour garder l'arbre de la COP 21. Ils ont planté dans l'arboretum de Chèvreloup un chêne vert. C'est un symbole fort quand même. Je pourrais arrêter la conférence sur ça. Comment nos jardins méditerranéens symbolisent ces jardins de demain. Voilà. L'arbre de la COP 21 à Versailles, c'est un chêne vert. Pourquoi ces plantes méditerranéennes sont plus aptes que d'autres à passer ces changements climatiques? Je suis sûre que vous le savez, vous le vivez, vous le sentez. Mais je voudrais insister sur une chose, sur laquelle moi je trouve qu'on n'insiste pas assez, même si je trouve qu'on l'entend de plus en plus quand même. Le tout, c'est ce climat méditerranéen. Ce climat méditerranéen que vous vivez, vous le savez. Qu'est-ce que c'est le climat méditerranéen? Si on veut le résumer, alors je ne vais pas tous vous interroger, c'est des automnes qui, au contraire d'autres climats, ne sont pas des saisons où la nature commence à rentrer en dormance. C'est une saison active. C'est une saison où tout fleurit, tout fructifie, tout pousse. L'automne. C'est la bonne saison avec le printemps de ce climat méditerranéen. L'hiver, c'est une saison, il peut faire froid, mais vous l'avez vécu cette année, où on a un peu d'eau. Et donc, bon an, mal an, c'est pas une si mauvaise saison que ça. En tout cas, c'est pas la mauvaise saison du climat méditerranéen. Et donc, en hiver, les arbres, et sont la majorité des arbres méditerranéens qui gardent leur feuillage, ils peuvent se mettre en activité assez vite pour prendre de l'avance sur le printemps, qui est une autre bonne saison, mais on le sait, dès le printemps passé, c'est fini. C'est fini. L'été est la mauvaise saison du climat méditerranéen. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud et parce qu'il ne pleut pas. Donc j'ai l'habitude de dire c'est une double peine. Parce que c'est le seul climat, réfléchissez à ça, c'est le seul climat qui allie, et je le dis doucement, pas que pour que vous entendiez bien, mais parce que c'est compliqué à dire, qui allie la saison sèche avec la saison chaude. Dans tous les autres climats de la planète, sauf les déserts, la saison sèche, c'est la saison des pluies. Et la saison chaude, non. Je lui ai dit que je faisais lentement parce que c'était compliqué à dire. Enfin, vous m'avez compris.
La saison sèche, c'est la saison froide, et la saison chaude, c'est la saison des pluies. D'accord? On est le seul climat où on a cette double peine. Et donc l'été, les plantes sont en dormance. Et donc, par pitié pour elles, ne leur demandez pas d'être magnifiques. Elles se protègent l'été. Et ça, c'est vraiment une question de société. Parce que l'hiver, personne ne vient à rechigner que les arbres n'ont pas de feuilles, que nos jardins sont en dormance. Personne, c'est normal, c'est l'hiver. Mais l'été, on est en vacances et on aurait envie que ce soit beau. Les villes veulent qu'il y ait des fleurs parce qu'il y a des touristes. Voilà. Les gens qui vont visiter Saint-André, ben, ils veulent que la roseraie soit magnifique parce que c'est là qu'on visite. Eh oui, mais on est en climat méditerranéen. Et nos plantes méditerranéennes, elles font pas ça. Et alors ça, c'est compliqué à se mettre en tête. Mais c'est qu'une question sociétale. C'est qu'une question de regard qu'on porte sur nos jardins. Au début du XXe siècle, quand les Anglais allaient sur la Côte d'Azur, ils y allaient quand? L'hiver. Ils allaient hiverner sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, le tourisme est estival. Et donc, on veut que nos jardins soient beaux en été. Mais ça nous pose un problème. Parce que nos plantes, elles sont adaptées pour être belles au printemps. Belles, en plus, voilà, quand je dis belles, c'est très anthropocentré. Elles ne sont pas adaptées pour être belles, on est d'accord. Elles sont adaptées pour leur propre vie, pas pour la nôtre. Mais voilà. Et donc, je vous ai mis quelques images de Corse, un autre endroit où on a des jardins naturels assez beaux, avec toutes ces plantes qui font nos jardins. Des cistes, des euphorbes, des hélicrises, des asphodèles, voilà, toutes ces choses merveilleuses. Et donc, il me semble que le jardin de demain, il doit concilier le fait que la végétation, le règne végétal, est un règne vivant. Et que les plantes, elles ont des cycles de vie comme nous. Elles ont des besoins comme nous. Et qu'il est urgent de les considérer en tant que telles et de les mettre dans les bonnes conditions. Et donc, ce qui est pour moi une urgence, c'est d'observer le génie naturel, le génie végétal, de comprendre comment les plantes s'en sortent et juste, au lieu de les arroser, de se servir de ce génie végétal pour jardiner. Alors, je vais passer vite. Voilà, je vous ai mis une phrase que j'aime bien d'Olivier Philippi qui dit « c'est pas la sécheresse qui est un problème. C'est pas un problème pour ces plantes qui poussent là naturellement. Elles poussent, personne ne va les arroser. Ce qui est, c'est la méconnaissance des plantes adaptées. C'est qu'on plante bien souvent des choses qui ne peuvent pas vivre là, sans arrosage ou sans apport organique. Et c'est ça qu'il faut commencer à corriger. C'est employer la bonne plante au bon endroit. Parce que les plantes méditerranéennes, alors là, c'est le moment où on rentre un peu dans le noyau dur. Je vais essayer d'aller lentement, mais de manière plus claire que mon histoire de tout à l'heure. Je vous ai mis dans les classifications botaniques, il y a une classification qu'on ne ressort pas beaucoup, mais que moi j'aime bien ressortir, qui s'appelle la classification de Rankier. C'est une classification du XXe siècle, je crois, peut-être fin 10e, je ne me souviens plus trop, mais qui classe les plantes en fonction de leur type biologique. Leur type biologique, lui, il s'est basé sur la manière dont les plantes passaient la mauvaise saison. Et je dis bien la mauvaise saison, je ne dis pas l'hiver, vous l'avez compris, parce que pour nous, la mauvaise saison, c'est l'été. Et donc, la manière dont les plantes passent la mauvaise saison, et pour ça, il a pris comme indicateur
la position du bourgeon sur la plante. C'est un peu pointu, je vous l'accorde. Mais c'est intéressant parce que les arbres et les arbustes, le bourgeon, il est à au-dessus de 50 cm. Sur les arbres, c'est bien plus haut, bien sûr. Et ensuite, on a alors c'est les phanérophytes. Vous allez voir les noms, hein, c'est des noms un peu botaniques sur lesquels je passerai très vite, mais plus on va là sur ce graphique, plus vous le voyez, la manière de passer la mauvaise saison, le bourgeon, il devient de plus en plus sous-sol. Hein, et la plante, ça veut dire disparaît de plus en plus aux mauvaises saisons, jusqu'à la disparition ultime, qui sont les annuelles, où toute la plante disparaît, et il n'y a que la graine qui assure la pérennité de l'espèce. Et ça, pourquoi c'est intéressant? Donc ça porte des noms, hein, les phanérophytes, les nanophanérophytes, et caméphytes, et micryptophytes, cryptophytes, thérophytes. Je ne vous demanderai pas de les apprendre par cœur. C'est encore un peu plus compliqué, mais juste, je voulais vous le montrer pour vous dire que du coup, on peut ajouter à cette classification de Rondekier ce qu'on appelle le tableau de Green. Et Green, il a fait une pyramide, en fait, qu'on va voir juste après, qui montre comment ces types biologiques, ils permettent aux plantes de répondre à deux conditions, deux choses importantes, qui sont le stress et la perturbation. Le stress, c'est quand une plante ne reçoit pas les conditions de vie qui lui permettent d'établir ses cycles de vie de manière idéale. Le stress, c'est le manque d'eau. Le stress, c'est le froid. La perturbation, c'est la destruction du couvert végétal. C'est la perturbation, c'est un feu qui passe, c'est une inondation. Et donc, ces plantes-là ne répondent pas de la même manière au stress et aux perturbations. Quand une perturbation est faible et un stress faible, on a des plantes qui déploient, celles qui vont bien réagir à ça, ce sont des plantes qui déploient des stratégies de compétition, ce qu'on appelle des opportunistes, des plantes qu'on va retrouver souvent sur les bords de chemin, sur les terrains vagues, hein, des endroits qui ont été fortement perturbés. Les plantes qui ont des perturbations faibles et un stress élevé, ce sont des plantes qui vont réagir à des stress importants. C'est par exemple le changement climatique, c'est par exemple des coups de gel, c'est des sécheresses importantes, c'est des périodes de température excessive. Ça, c'est du stress. Et vous voyez bien que c'est les conditions dans lesquelles les plantes doivent répondre aujourd'hui. Après, vous avez perturbations, stress faible, c'est stratégie des rudérales. Et quand les perturbations sont fortes et le stress élevé, là, il y a... Mais l'objectif, là, c'est pas de tout lire, mais juste de lire les caractéristiques de ces plantes qui sont tolérantes au stress, donc ces conditions climatiques d'aujourd'hui. Si vous lisez les caractéristiques de la plante, c'est souvent des plantes on parle de tous les stress, hein, mais des plantes de petite taille, sympervirantes, c'est-à-dire qui gardent leur feuillage, à croissance lente et à reproduction faible. Ça vous fait penser à quoi? Toutes nos plantes méditerranéennes. Et donc vous voyez que nos plantes méditerranéennes, ce sont des plantes qui sont adaptées au stress. Naturellement. Pourquoi? Parce que le climat les oblige. Si elles vivent là, c'est qu'elles se sont adaptées à ce climat-là. Je vous remets un petit coup de Ferdinand Bach qui disait « Des arbres et des arbustes s'impervirent plus que des fleurs ». C'est ça aussi la Méditerranée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fleurs, mais il n'y a pas des fleurs tout le temps. Il y a des fleurs au printemps. Mais ce qui fait l'identité de ces paysages, ce sont, ben voilà,
hein, ces arbres et ces arbustes sympervirins qui font cette identité-là. Voilà, je vous ai remis quelques... Confronté à la roche, quand même. Hein, confronté à la pierre. Et donc, qu'est-ce qui a permis à ces plantes de résister? C'est d'abord d'avoir la condition principale, et ça, pareil, je voudrais insister, c'est la qualité du système racinaire. C'est que les racines aillent chercher l'eau loin. J'ai eu la chance de correspondre avec une dame qui n'est pas du tout une botaniste, mais qui fait de merveilleux dessins botanistes, et elle dessine les plantes avec leurs racines. De grâce, quand vous pensez à une plante, pensez à l'entièreté de la plante, c'est-à-dire avec son système racinaire. La plante, c'est pas uniquement de là à là. Non, la plante, c'est de là à là. Et cette partie-là, elle est fondamentale pour le jardinier. C'est elle, c'est par les racines que la plante s'alimente. C'est par les racines et par toutes les associations que l'on a dans un sol qui doit être vivant. C'est par les systèmes racinaires que la plante va résister aux maladies, va être en bonne santé, va être dans ces conditions optimales. J'avance un peu juste en vous montrant. Et tout ça, vous le savez. Souvent, on a souvent l'impression que la taille de la racine, c'est un peu la même chose que la partie aérienne. En Méditerranée, pas du tout. Les racines, elles vont bien plus profond. Et elles sont capables de rentrer dans les failles de notre calcaire karstique pour aller chercher l'eau au loin. Et puis, elles ont tous ces organes. On sous-emploie les bulbeuses dans nos jardins. On les sous-emploie. Les bulbeuses sont les plantes idéales des jardins méditerranéens. Elles ont besoin de rien, elles disparaissent l'été. Elles repoussent toutes seules. Elles fleurissent au printemps, quelquefois à l'automne. C'est des plantes idéales pour nos jardins. Voilà, les bulbeuses, les rhizomateuses, toutes les plantes qui ont des réserves. Les asphodèles, voilà, je ne raconterai pas, mais voilà. Cet asphodèle, c'est Francis Allais qui l'a déterré pour que je puisse prendre la photo. Donc, il est quelque part un peu avec nous aujourd'hui. Voilà, toutes ces orchis. Vous voyez, avec un cycle de vie, donc, qui amène à la disparition l'été, ce qu'il leur faut. Hein, c'est la meilleure, ce qu'on appelle, donc, ces géophytes, hein, les plantes qui rentrent sous terre l'été, qui disparaissent. C'est leur manière de persister, de se protéger de la mauvaise saison qui est la saison estivale. Vous le savez tout ça, hein, les feuillages adaptés à la sécheresse, je passe vite parce que sinon Donc toutes nos plantes, ici ce sont des lavandes de stochas, hein, des lavandes des morts. Donc couvertes de ces petits poils qui sont pleins d'essences aromatiques, qui ont plein de propriétés, ou des plantes grasses, hein, des sédums, ou alors plus de feuilles du tout. Hein, la filante de Montpellier, comme on entend dans son nom, A filante, avec un A privatif, ça veut dire qu'elle n'a plus de feuilles. Ce qui photosynthétise, ce sont les pédoncules des fleurs. Il n'y a pas une feuille dans la filante. Ici, on est chez Olivier Philippi avec ses belles formes rigida, Euphorbia rigida, ses sauges à côté. Je vous ai mis 3 de mes chouchous. Je fais un peu de la badass, bravo, plus clairement, manger son nom. Du coup, la badass, le Torignon Fetafilo, qui est la première plante mellifère de la garrigue. Vous le savez, c'est une plante extrêmement mellifère.
se met en coussinet tout seul. La forme en coussinet, c'est une forme protectrice. Un autre de mes chouchous, le buplèvre, hein, cette grande alcacée, qui a besoin de rien, qui fleurit en été, et qui du coup en été, il amène aux insectes où il n'y a pas beaucoup de fleurs. Il est très très visité. Un autre de mes chouchous, c'est le pistache lentis. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les pistaches lentis, que là, avec ces années un peu extrêmes, ils se sont comportés à merveille, à merveille. Ils sont restés d'un beau vert. Juste très vite, la dernière partie sur le jardinage, notre jardinage, ce jardinage des mazetiers, il est complètement adapté à ces plantes. Il accompagne en fait l'adaptation de ces plantes méditerranéennes. Il fait cause commune, je vous ai marqué, pour s'adapter au manque d'eau, à la chaleur et au vent. Et donc, Colette disait une terre très vieille mais rude et qui a rendu l'autochtone circonspect. Il ne lui demande pas plus qu'elle ne veut donner. Il ne lui demande pas plus qu'elle ne veut donner. Contre les inconstances d'un climat dont il n'a pas fini de s'étonner, l'homme dresse des palis, plante les cyprès en muraille, les faux bambous en lance, les faux bambous c'est les cannes de Provence, et aménage ses enclos épanoui et heureux. Et heureux, pardon. Il est temps que vous retrouvez peut-être cette entrée. Et ces jardins, alors, je vous ai juste mis quelques photos de jardins de Mazet. Un autre petit texte qui me semblait intéressant qui dit « Le vernaculaire naissait souvent des mains de l'habitant même, fort des techniques et des savoir-faire traditionnels. Les bâtiments en matériaux du pays, économiquement justes, s'accordent avec le climat, la flore, la faune, les modes de vie de l'endroit. Ils n'ont jamais l'air déplacés et se marient à l'environnement plutôt que de s'affirmer comme autant de manifestes de style. Construits à l'échelle humaine, ils ont cette frugalité sensuelle dont naît l'élégance savourée. » Et honnêtement, pour moi, ça c'est la définition des jardins de Mazet. Et c'est aussi les tendances du jardin d'aujourd'hui pour passer ces enjeux dont on a parlé tout de suite. En Méditerranée, l'eau, c'est capter, conduire, stocker. Vous le savez, on capte l'eau qui tombe en trombe à l'automne, on la capte, on la conduit et on la stocke dans les citernes pour s'en resservir en été. Et donc, c'est toutes ces techniques traditionnelles de gestion de l'eau. Bon, je vous ai... Mais il était là pour ça, lui aussi, pour nous amener de l'eau. Voilà, ces eaux, dans ces eaux rentrées dans le sud de l'Espagne, on voit que toute la technique, c'est pour amener de l'eau. Mais le jardinier, il doit arroser juste. Ce que je vous disais tout à l'heure, je peux passer vite parce que je vous l'ai déjà dit, tout ça. On le voit, l'objectif de l'arrosage, c'est aider la plante à tirer ses racines vers le bas. Plus vous arrosez superficiellement, plus la plante, elle n'est pas... Ce sont des êtres vivants, des félins comme eux. C'est-à-dire que plus vous leur donnez de l'eau en superficie, plus elle développe ses racines en superficie. Elle ne va pas aller plus loin, elle développe les racines là où est l'eau. Et du coup, quand il n'y a pas d'eau et quand il fait sec, c'est cette superficie-là qui sèche en premier. Et donc, en voulant bien faire, en arrosant souvent mais pas beaucoup, en fait, vous fragilisez les systèmes de défense des plantes qu'il faut accompagner au contraire à aller planter, à aller mettre leurs racines très profondes. D'où la cuvette d'Olivier Philippi, hein, ça c'est les schémas qu'on a chez Olivier. Et puis cet éloge de l'arrosoir dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je ne vous refais pas mon couplet.
de l'arrosoir. Et puis je vous ai mis ce beau tableau de Coussens, où on voit bien. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des plantes un peu chouchou qui ont besoin d'être arrosées. Mais ces plantes-là, on va les avoir sur la terrasse, à côté de... Voilà, là où c'est près. Bien sûr, je ne suis pas un ayatollah, mais plus on va s'éloigner dans le jardin, plus on va laisser les plantes se débrouiller toutes seules. Et je trouve que ce tableau, il montre ça, hein, avec cette belle jardinière en tablier. Voilà, se mettre à l'abri du soleil et du vent, vous le vivez suffisamment, mais ça aussi, c'est une constante du jardinage méditerranéen, avec ces belles tonnelles de rosier de Banks. L'ombre est fondamentale. Je fais que décliner. Et l'ombre des canis, hein, aussi, de la rhododendron. Et la protection contre le vent. On n'y pense pas souvent, mais les canis sont venteux. Et le vent décuple la sécheresse. Et donc, mettre à l'abri du vent, c'est important. Et je voudrais finir par un petit mot de Gilles Piment, quand même, en disant, Gilles Piment, il dit, le jardin de demain sera s'accommoder des conditions naturelles, exploiter les matériaux locaux, réduire les transports et les dépenses d'énergie, inventorier toutes les manières d'utiliser l'eau avec discrétion, chercher le sens direct et simple du terrain, s'opposer au geste architectural venu en ballard dans le seul but de se montrer. Et ça, c'est un texte pour le jardin de demain, mais si vous le ramenez à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est tous nos jardins qui font ça. Et c'est pour ça que, pour moi, j'affirme que ce jardin méditerranéen, c'est le jardin de demain, c'est le modèle de l'avenir. Et pour finir, encore un petit extrait du manifeste pour un jardin méditerranéen de Louisa Jones, un texte de Virgile. Bon, on n'est pas dans l'actualité, on ne peut pas dire ça, mais Virgile disait « Comme ce petit jardin est aussi un lieu charmant, joignant l'utile à l'agréable, un jardin plein d'attraits, réjoui, loge, nourrit, ôte au cœur l'angoisse pesante. Un jardin revigore les membres, il captive la vue, le travail qu'il demande, il le paie au centuple, et à celui qui le cultive, il procure 1000 formes de bonheur. Virgile. Merci. J'habite dans les Galeries de l'Ouest et ces dernières années, il y a eu énormément de galeries détruites, des dizaines et des dizaines d'hectares pour des constructions. Et sur les trottoirs, ils n'ont rien trouvé de mieux que de planter pour réarborer les chênes verts. Si on vous avait demandé conseil, comment auriez-vous dit et qu'auriez-vous choisi? Quand vous dites rien trouvé de mieux, j'entends dans votre voix que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Alors, avant de répondre, c'est pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que le chêne vert, il faut quand même un terrain propice. Or, là, il y a eu les bulldozers, il y a eu les matériaux de construction entraînés, il y a eu tout un tas de trucs. Je ne pense pas qu'ils trouvent les minéraux qu'il va y falloir pour prospérer. Alors, plus je commence à répondre, plus que le choix de l'essence, a priori, moi, le chêne vert, ça ne me choque pas. On emploie de plus en plus de chêne vert, justement pour la résistance que je vous disais. Mais ce dont vous parlez, en fait, ça va bien au-delà de la question de l'essence choisie. Et ça, c'est un élément sur lequel je suis d'accord avec vous, il faudrait que les
pouvoirs publics soient vraiment sensibilisés à ça, c'est la qualité du sol. Et c'est notamment après des aménagements, c'est quelle qualité de sol on laisse au végétal. Et c'est comment on respecte cet être vivant pour lequel qu'on plante en général dans des conditions catastrophiques. Et plus que le chêne vert, du coup, si vous me permettez cette petite réponse un peu normande, j'avoue qu'elle est angoumoise, c'est la qualité du sol qu'il faut, et les systèmes racinaires qu'il faut pointer du doigt. Si vous offrez aux plantes en garrigue une qualité de sol qui est correcte, il va bien pousser. Et quelle que soit l'espèce, dans les conditions que vous décrivez, elle ne poussera pas bien. Et que ce soit un chêne vert ou une autre essence. Après, pour aller un peu plus loin, pour vous répondre un peu mieux par rapport aux essences, j'étais sur la Côte d'Azur, là, en ce moment, il y a un festival des jardins. Le festival des jardins de la Côte d'Azur, autour de Nice, Antibes. Non, pas Auriol, un peu Nice, Antibes, Menton, juste un peu. Et j'ai eu l'honneur d'être dans le jury. C'est un concours de jardin un peu comme à Chaumont. Et donc j'étais il y a 15 jours dans le jury du plus beau de ces jardins. Il y avait mon amie Catherine Ducatillon qui est une chercheuse de l'INRA de la Villa Thuré à Antibes. La Villa Thuré, c'est un centre de l'INRA qui est spécialisé dans les introductions végétales. Et elle passe son temps à essayer de tester quel va être le bon arbre pour demain. Parce que on a parlé de choses faciles là. On a parlé, je vous l'ai dit, une lavande, ça vit 7 ans, bonhomme là. Donc les enjeux par rapport à un changement climatique, il n'est pas dans la lavande ou dans le cyste. Par contre, les arbres, vous ne les plantez pas vous les plantez pour des dizaines d'années, au mieux pour des siècles. Et donc un arbre, ça ne se plante pas à la légère. Et donc, quel arbre on va planter? Je ne voulais pas trop aborder ça, vous avez vu, parce que c'est très compliqué cette question-là. Quels sont les arbres? Je vous ai dit qu'est-ce qui pourrait plus, qu'est-ce qui serait plus dans les bonnes conditions, mais qu'est-ce qui va être dans les bonnes conditions? Et du coup, j'ai testé Catherine Ducatillon, je disais, mais si on met sur la Côte d'Azur, il y a des arbres que j'aime beaucoup. Il y a notamment un arbre qui s'appelle le faux poivrier, Chinus molle. Et à Montpellier, ils ont commencé à en mettre. Je disais, moi, dans les palettes végétales, je commence à préconiser du faux poivrier, parce que je suis sûre que les changements climatiques, il va pouvoir persister. Elle me dit, attention, en 85, ils ont gelé. Et vous savez, notre climat méditerranéen, c'est ça aussi. Même si on se dit, est-ce qu'on reverra 85 un jour? C'est pas sûr, mais le camphrier aussi. Le camphrier, c'est un arbre magnifique. Il y en a au jardin des plantes de Montpellier. Moi, je me dis, le camphrier, on devrait pouvoir le préconiser aussi. Ce sont des arbres auxquels je crois et que j'avoue, moi, je les mets, mais c'est des risques. Parce que on ne sait pas, en fait, on y va à tâtons. Donc forcément, on prend des risques quand on plante des arbres. Forcément. Et je n'ai pas la réponse. J'avoue que ce serait prétentieux de dire planter ça, c'est bon, c'est pas non, je sais pas. Et on va débarquer cette année, j'ai une maison de rame de Montpellier qui débarque. Ils ont voulu venir nous dire bonjour. Les raves de Montpellier, vous êtes où? Parce qu'il y a beaucoup d'érables de Montpellier, par exemple le bois de Mito, il y a énormément d'érables de Montpellier, vous n'êtes pas loin? On est entre le pont du Plan et la Tourmagne. Oui, mais ils peuvent venir de là, vous savez que les graines, les fruits des érables de Montpellier
ça marche, on les érables, ça vole. Peut-être que, on dit que les arbres, ils se mettent à produire beaucoup de fruits quand ils sont dans des conditions de stress, pour leur survie toujours, hein, c'est jamais comme ça gratuit. Quand ils sont dans des conditions de stress, ils se mettent à produire beaucoup de fruits. Je ne suis pas Madame Irma, mais peut-être que les érables qui sont un peu plus au nord, puisqu'il y en a beaucoup hein, dans les bois de Nîmes, là, peut-être qu'autour du mas de Guiraudon, j'ai le souvenir de magnifiques érables de Montpellier. Peut-être qu'ils se sont sentis un peu stressés par les années de sécheresse et qu'ils ont fait une grosse production de fruits. Il y a eu beaucoup de vent et puis ils sont arrivés à la Touraine. Ils sont conservés précieusement. Parce que ce que je peux vous dire de manière sûre, c'est qu'on va avoir besoin des arbres. On va avoir besoin des arbres pour que nous puissions vivre l'été. Parce que si on n'a pas les arbres qui régulent nos climats urbains, et bien l'été, on ne sortira plus de nos maisons. Donc on a besoin des arbres. Donc, et ceux qui se sèment seuls, chouchoutez-les précieusement. Il y en a beaucoup, ils vont s'éliminer tout seuls, gardez-les tous. Non, parce qu'ils vont s'auto-éliminer. Oui. Il y a sec et sec. Oui. Oui. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je suis d'accord. Je vous ai montré beaucoup de photos avec la mer, parce que sur le pont Saint-Jean, parce qu'il est autour de la mer. Mais en revanche, ils ont les endroits, ils ont le sel. Et ouais. Mais je suis d'accord avec vous ici, il manque ça. Les écumes, ces magnifiques écumes, moi j'avais un jardin en Garrigue, je rêvais d'avoir des grands écumes qu'il y a au Rayol. Mais ici, c'est pas possible, il manque les endroits. Il manque cette terre. Est-ce que vous aurez votre mot à dire dans le futur aménagement de la voie verte? Là, vous pourrez vous impliquer un peu et donner à Nîmes, là, oui, le truc. Est-ce que j'aurais mon mot à dire dans... Est-ce que vous aurez consulté? Ce que j'ai eu la chance de participer à l'étude avec le paysagiste qui a fait la pré-étude, et ce que j'ai fait dans cette partie-là, c'était pas tant de la botanique appliquée, c'est de travailler avec les pichons sur l'histoire de cette pépinière. Parce qu'on parle toujours de la garrigue à Nîmes, on est tourné vers notre garrigue, c'est notre patrimoine. Ce qu'on sait moins, c'est que Nîmes, et vraiment j'espère un jour sortir un ouvrage sur ça, c'est que Nîmes est une ville de jardiniers. Il n'y a pas de jardiniers de garrigue, de jardiniers de plaine. On était des courtiers, quand je dis on, je ne mets plus, bien sûr c'était pas moi, mais des courtiers en graines. Et donc on jardinait des jardins maraîchers pour produire de la graine qui ensuite était vendue au marché. Et donc on est une ville de jardiniers. Et tout le sud de la ville, c'était des pépinières et des jardins. Et donc les pépinières pichons sont le dernier témoignage de cette histoire. Et un témoignage que moi je trouve très beau, parce que quand on cherche un peu dans l'histoire, on retrouve des liens avec cette histoire des jardins de la fin du 19e, début 20e, où on n'était pas encore dans ce jardin sec, mais on était dans l'exotisme à tout crin. Et on est dans la création de la bambouserie, avec Mazel, Eugène Mazel. Et il se trouve qu'Eugène Mazel
tout ce qu'il ne pouvait pas cultiver à la Bambouserie, il le cultivait à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à côté. Et les pichons qui sont d'une génération de jardiniers à côté d'Anduze, celui qui est venu créer la pépinière, il était chef de culture du château Robert, là où Mazel avait ses terrains sur la Côte d'Azur. Ils sont revenus tous les deux là, et en fait, vous comprenez du coup la filiation qu'il y a entre la bambouserie, cette pépinière Pichon, et moi je rêverais de retrouver tout ce que ça veut dire dans les parcs de Nîmes et des environs. Tous les arbres, les bambouseries, tous ces arbres de cette époque-là, qui sont issus de les époques de la création de la société d'horticulture de Nîmes et du Gard. Tout cet engouement pour les plantes exotisme et pour le jardinage, on a toute cette histoire aussi. Et du coup, Pichon, il témoigne de ça. Et moi, je trouve que c'est ça qu'il faut garder au-delà de l'espace vert, c'est cette histoire que ça raconte. Après, voilà, ma modeste contribution s'arrête. Au Pichon, il y a le listre, bien sûr. C'est pas du tout des jardins non. Mais c'est l'histoire, c'est aussi l'histoire des jardiniers de Nîmes, mais pas les mêmes. Des questions sur, c'était un petit peu, on parle de 2014, 2025, 50 ans. Alors après, qu'est-ce que nous on peut faire pour arriver à dire, dans 50 ans, il y aura une chaîne verte. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pousser pour dire, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est le moment. Ça revient à ce que la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Qu'est-ce qui va remplacer? Comment la flore va se modifier? J'ai rencontré cet été un homme que je trouvais passionnant. C'est un chercheur de l'INRA de Bordeaux qui travaille sur les chênes, justement. Et c'est un généticien. Donc il travaille sur l'ADN des chênes et sur les ADN fossiles. Il s'appelle Antoine Crémer. Vous trouverez des articles de lui, des conférences de lui sur Internet. Et il montre comment les chênes, déjà s'hybrident beaucoup entre eux, et comment ils ont vécu les glaciations en se réfugiant dans les Balkans, dans la péninsule ibérique et dans le sud de l'Italie, sud de l'Espagne, et comment après, ils sont remontés pour réinvestir tout le continent européen en 6000 ans. Comment ils sont remontés? Mais vous voyez, on est sur des temps longs, sur des temps que nous, on a du mal à appréhender. Et donc moi, je me borne à dire, ne nous restreignons pas, plantons des arbres, et les essences elles-mêmes, parce que ce que raconte Antoine Crémer, c'est que les plantes, elles se sont hybridées pour aller plus vite et au bon endroit. Et du coup, ma seule réponse, c'est faisons confiance au génie végétal. Nous plantons des arbres avec discernement. Moi, dans mon petit jardin derrière mon cage, j'ai cru bien faire en mettant un tilleul. Ça me plaisait, un tilleul. Ah oui, vous savez. Oui, mais ils m'en veulent. Oui, après, vous avez entièrement raison sur ça, que quand on dit la bonne plante au bon endroit, ça veut dire aussi que si vous plantez un platane, par exemple, la taille d'un platane, c'est 45 mètres de haut. Ça arrive jamais comme ça en ville. Mais c'est sûr que si vous le mettez dans une petite rue à 2 mètres d'une façade, ce platane, vous allez passer votre vie à être obligé de le tailler. Et donc là, il y a erreur. Parce que ces platanes taillés, ils vont toujours être
tailler, c'est le chanvre coloré, hein, c'est uniquement les travaux d'élagage. Hein. Pas uniquement, mais c'est essentiellement ça. Comme Myriam, la gentillesse de dire, j'ai travaillé sur le cahier de référence des arbres du canal du Midi pour trouver justement quelle essence mettre avec la disparition du platane. La catastrophe du platane, ce sont des élagueurs qui ont transmis le chancre. Après, ce qu'il a propagé, c'est l'eau. Mais le chancre est arrivé par les outils d'élagage. Et donc, plus on élage, plus on taille, plus on affaiblit et on les arbres et on les rend vulnérables. C'est la porte d'entrée de maladies et souvent les outils eux-mêmes sont contaminés. Je vois une dame faire ça, mais en fait elle parle. Je voulais rajouter quelque chose à notre propos. J'ai laissé partir moi les oliviers en général tout en veillant à leur bonne santé. Et je vous assure qu'ils ne sont pas malades, justement parce qu'ils ne sont pas taillés. Et en plus, ça, ils font de l'eau. Et puis ils s'autoprotègent souvent. Je voulais vous poser une question, peut-être trop technique, je ne sais pas. Un chêne vert de 15 mètres à peu près, ça produit par jour combien de mètres cubes de vapeur d'eau? Alors, ce qui est compliqué, c'est ça produit beaucoup. Et ce qui nous permet de nous rafraîchir, c'est pas tant l'ombre que cette vapeur d'eau. Hein, vous savez qu'un arbre, l'eau dans un... La différence entre les arbres et les végétaux et les animaux, c'est que l'eau est dans un flux pour les arbres, alors que nous, c'est un circuit fermé. Donc c'est tout le temps, c'est un flux continu. Ce flux continu, pour parler d'évaporation, il faut parler d'alimentation. Et donc, il est capable de produire beaucoup, du style 200 litres. Je crois qu'un frêne, quelque chose comme ça, c'est 200 litres d'eau par jour, hein, de grande taille. Et c'est pas un chêne. Parce qu'un chêne vert, il est adapté à garder l'eau pour justement l'économiser. Donc les chênes verts ne sont pas les arbres qui vont produire le plus d'eau. Je ne saurais pas vous dire la quantité. En tout cas, l'été, ils produisent rien. Hein, ils se protègent. Moi, j'ai une petite question. C'est que depuis 2-3 ans, il y a un effet de mode où on voit les cyprès ététés. C'est affreux. Affreux. C'est à côté d'Azur. Non, mais même à Nîmes. Oui, non, mais qui nous envoie ça. Et les oliviers en cylindre. Ah, mais c'est horrible. Bon, alors, moi j'ai toujours dit que j'allais faire un livre aussi, un plaidoyer. Vous avez compris, j'ai quelques chouchous, le figuier, l'olivier, qu'on arrête de mettre des oliviers, déjà qu'on arrête d'acheter des oliviers à des prix de folie en pillant l'Andalousie. Hein. On n'a pas besoin de ça parce que voilà, c'est beau, mais on n'a pas besoin déjà de dépenser ces sommes-là. Et puis d'arrêter l'olivier comme le figuier, ce sont des arbres civilisateurs. Ce sont des arbres qui nous ont accompagnés, qui nous nourrissent. Arrêtons de les poser sur des ronds-points, de les martyriser, même si on ne peut pas dire martyriser. Mais retrouvons, voilà, c'est un arbre sacré. Les cyprès d'été, c'est pas long. Mais après, voilà, c'est des modes. Et puis aussi, j'avoue que c'est quelquefois, on a ce défaut tous de... Quand on a des outils et les marchands d'outils savent bien nous le vendre, quand on a des outils, eh ben, on les suremploie. Voilà. Le taille-huée, par exemple, tout ça. Et c'est tellement mieux de tailler les plantes en respectant leur architecture, en regardant. C'est un peu plus long, mais comme pour l'arrosage, vous le regardez. Est-ce que c'est irréversible? Non, c'est pas irréversible du tout.
voilà, moi je suis contente de vous voir tous. Je me dis, ben, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à tout ça. Mais il y a beaucoup d'écureuils et ils mangent beaucoup de billes. Est-ce qu'il y a toutes ces billes? Ils mangent Ils épluchent. Oh non, au contraire, c'est un disséminateur. Les pins, ils ont adapté leur graine à être mangée par des écureuils. Les écureuils en mangent beaucoup, mais ils en perdent beaucoup, ils en oublient beaucoup. Et donc là, on compte là-dessus. C'est comme les chênes avec les jets des chênes. Hein. Le jet des chênes, il mange le chêne, mais en fait, il le dissémine. Et d'ailleurs, dans son étude, Antoine de Femelle, il a montré que les jets participent à cette reproduction. Vous parlez des oliviers, là, c'est là, sans parler des galopines aussi. Oui. Les oliviers, même dans notre bien sûr, c'est pour des facilités de récolte. On les a besoin. Mais c'est des modes aussi. C'est des modes, c'est des régions. La taille de l'olivier, tout le monde ne taille pas l'olivier de la même manière. Ouais. Ben, merci.